Yes, Baptiste, excuse-moi pour le petit contretemps. Pas de souci. Normalement, c'est good. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Super. Yes, tout va très bien. Tout le monde a bien reçu le lien. Donc, je pense qu'on va prendre 5 petites minutes de retard. Il y a déjà Serge. Et voilà. Ah bah super, tout le monde commence à arriver. Bonjour à tous, Hello Serge, tu vas Hello, bien? Serge. ça va et toi? Merci pour l'organisation et bonjour Baptiste. Super. Il y a eu juste un petit problème avec le lien, avec le mot de passe du Zoom. Et du coup, je l'ai envoyé. Je pense qu'on va attendre 5 bonnes minutes. Donc, voilà, ensuite. C'est un petit peu coupé, mais t'as compris. Bon, ma connexion est mauvaise? Ça va. Ok, ah mince. Hello. Ouais, Juan. Super, on va commencer d'ici une petite minute. On est uniquement pour l'instant 12, mais je pense que les personnes vont arriver au fur et à mesure avec le lien, le mot de passe du Zoom qui est envoyé un peu tardivement et encore navré aux petits désagréments. C'est déjà bien 12, hein. Yes. Ok, 19h05, on va commencer doucement. Les autres vont, je pense, arriver au fur et à mesure. Déjà, bonjour à tous, moi je suis Gary Méran, vice-président de Starting Saclay. Aujourd'hui, on va faire un workshop avec Baptiste et Serge
comment va se passer l'événement en 3 temps. Premièrement, au début, je vais présenter brièvement l'assaut. Je vais laisser ensuite Baptiste se présenter, présenter surtout Carmen. Je vais ensuite laisser Serge se présenter, présenter son cabinet. Ensuite, on fera environ une trentaine de minutes d'échange. Donc, c'est principalement Baptiste et Serge qui auront la main. Ils vont tour à tour présenter les méthodes traditionnelles pour lever des fonds, donc en se diluant, et à l'inverse, solutions non dilutives. Moi, ensuite, je serai modérateur et je poserai différentes questions. Et à la fin, on fera une session environ de Q&A de 15 minutes, 20 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. On les traitera à la fin. Et à tous, un très, très bon événement. Voilà, voilà. Quelques mots sur Starting Saclay. Et déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez mettre un petit oui dans le chat, si c'est possible. Nickel, parfait. Donc, très bien. Donc, quelques mots sur Starting Saclay. Qu'est-ce que c'est déjà? Donc, nous, chez Starting Saclay, c'est l'assaut d'entrepreneuriat du plateau de Paris-Saclay. On organise concrètement différents événements toute l'année qui s'intéressent à différents aspects de la démarche entrepreneuriale. On accompagne en fait les étudiants entrepreneurs et on leur explique comment entreprendre. Il y a différents événements, il y a des masterclass, des conférences, des workshops, et ensuite différents événements thématiques comme des soirées de pitch ou sinon des soirées où ils peuvent développer un projet, ou encore des hackathons. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à la fin de l'événement, si vous avez des questions concernant l'assaut, actuellement on recrute, donc n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais directement laisser, je t'en prie, Baptiste, te présenter. Ouais, donc moi je suis Baptiste, je suis l'un des 3 cofondateurs de Carmen. Pour donner un petit peu de contexte, j'ai fini la majeure entrepreneur d'HEC il y a pile 1 an. Et avant ça, j'étais aussi impliqué dans une association d'entrepreneuriat, celle d'HEC, donc Startech, où j'étais aussi vice-président comme toi, Gary. Suite à ma dernière année à HEC, mon M2 dans la majeure entrepreneur, j'ai rencontré un de mes 2 cofondateurs, puis un petit peu après, notre 3e associé CTO, pour lancer Carmen. Carmen, c'est quoi? C'est une solution de financement non dilutif, donc de financement sous la forme de prêts à court terme. Et c'est axé sur un schéma qui s'appelle le Revenue-Based Financing. Donc, très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intègre aux différents outils que l'entreprise utilise. On s'intègre à leur compte bancaire par API d'Open Banking. On s'intègre à leurs outils d'encaissement comme Stripe, comme GoCardless, par exemple, à leurs outils aussi de facturation, éventuellement leur site e-commerce, si c'est un e-commerçant. L'idée, c'est d'agréger de la donnée quasiment en temps réel et d'avoir une vision à 360 degrés pour en 2 jours, 3 jours maximum, leur proposer une offre de financement sous la forme de dette. On peut financer jusqu'à 40% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise pour financer sa croissance, notamment sa croissance à court terme. Ça va être de l'acquisition client, donc notamment le recrutement de commerciaux, le marketing et les ads. Donc, on a été lancé il y a pile 1 an. Aujourd'hui, aujourd'hui là, le 10 mai, on fête les 1 an de l'incorporation de Carmen. On a réalisé une levée de fonds en fin d'année 2021 de 22 millions d'euros. J'y reviendrai peut-être, mais une grosse partie en dette parce que c'est notre modèle et une autre partie avec un fonds de VC espagnol et des business angels. On était encore 3 dans l'équipe il y a 4 mois et on est maintenant 15 aujourd'hui et on accompagne une vingtaine d'entreprises à date depuis janvier 2022. Donc voilà. Super intro, j'en profite aussi. L'event est co-organisé avec la majeure du entrepreneur Café Baptiste, donc notamment Arthur Granger qu'on remercie. Voilà, petite aparté. Je te laisse directement enchaîner, Serge. Merci beaucoup et merci Baptiste et Gary. Bonsoir à tous, je m'appelle Serge Rodensweig, je suis avocat au barreau de Paris, au barreau de New York et j'ai fondé un cabinet d'avocats qui travaille uniquement avec des sociétés technologiques, des startups. Dans notre cabinet, on a 3 départements. Un département corporate, c'est le mien, c'est celui où on s'occupe essentiellement de private equity. Et du coup, c'est ça dont on va beaucoup parler. On a 2 autres départements, je ne vais pas développer là-dessus. Dans la partie private equity, pour défricher un peu aussi l'échange qu'on peut avoir, c'est hyper intéressant qu'on ait cet échange ce soir parce que justement, nous faisons quasiment exclusivement du financement dilutif. Donc, nous, on est un cabinet avocat, hein, donc on ne vient pas vous trouver des investisseurs, c'est vous qui venez avec vos investisseurs. Par contre, on vous aide à négocier, à structurer de la meilleure manière votre levée de fonds. Et on va dire que 80% des dossiers qu'on traite, ce sont des levées de fonds classiques en equity, telles qu'on peut trouver dans la presse. Alors, on ne travaille pas avec Doctolib, mais pour être le plus généraliste possible, quand vous voyez Doctolib a levé X millions d'euros,
en très très grande majorité, c'est de l'equity et c'est ça qu'on fait. Une partie minoritaire de notre travail, c'est de la dette. Sauf que c'est de la dette dans quasi exclusivement de la dette qui peut être, c'est pas obligatoire, mais qui peut être convertie en action. Donc, je suis très intéressé en fait d'être là ce soir, pas juste en tant que speaker et pour répondre aux questions, expliquer comment fonctionne une levée en financement dilutif, mais aussi pour, comme vous, écouter Baptiste, m'acculturer sur l'aspect non dilutif, parce que cette partie-là, nous, avocats, à date, ça va peut-être changer, mais on la voit très peu. Super, très très clair. Merci aux deux pour cette intro. 19h10, top. On va avoir un bon 30 minutes. Moi, j'ai une première question. Est-ce que vous pourrez, tour à tour, peut-être Baptiste, commencer à présenter ou peut-être Serge, qu'est-ce que c'est la dilution, comment ça fonctionne? Et après, à l'inverse, qu'est-ce que c'est ne pas se diluer? Peut-être que je peux parler du coup de la dilution et après plutôt laisser Baptiste nous parler de la non-dilution et comment ils font chez Carmen, si ça va à Baptiste. Oui, tout à fait. Alors, la dilution, comment ça se passe? Quand il y a une société c'est constitué d'actions. Donc, le capital de la société, en fait, c'est juste une addition de toutes les actions. Donc, si on a un capital à 1 000 euros et qu'il y a 1 000 actions à 1 euro, voilà comment ça fonctionne. Et la dilution, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous êtes peut-être fondateur ou investisseur et vous avez un bout de ce capital et la société ne va pas toucher à vos actions, vous les gardez. Par contre, elle va en créer des nouvelles. Donc, dans mon exemple, au lieu d'avoir, par exemple, j'ai 100 actions sur les 1 000 actions, donc j'ai 10%. Si la société elle émet des nouvelles actions, je vais en avoir toujours 100, on ne touche pas, mais sur non plus 1000, mais peut-être 1500 si je prends une dilution assez importante. Donc, si vous faites les calculs, 100 sur 1000, ça fait 10% de la société. Par contre, si j'ai que 100 sur 1500, j'ai moins que 10% de la société, donc je me suis fait diluer. Et il y a plusieurs manières d'organiser cette dilution. On peut faire une augmentation de capital classique, c'est celle que je viens de décrire. On peut faire une augmentation de capital à terme. On peut utiliser du coup ce qu'on appelle des BSR, qui sont des outils qui deviendront demain des actions. On peut utiliser des obligations convertibles qui sont de la dette, qui deviendront, si les paramètres sont remplis, une augmentation de capital demain. Mais au fond, que ce soit immédiatement ou à terme, ça reste une augmentation de capital et donc une dilution pour les associés. Et c'est ça qu'on appelle un financement dilutif. Et du coup, c'est comme ça que vous donnez un bout de votre boîte à des investisseurs. Voilà pour ma partie. Ouais. Et peut-être pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Serge, le financement non dilutif, à contrario, c'est quand on ne prend pas de part au capital d'une société. Et il y a différents modes de financement non dilutif assez standards, assez classiques. Le premier, ça va être vraiment la subvention. Donc, c'est un peu un don. C'est en général la BPI ou des organismes régionaux qui vont finalement financer sous forme d'aide des subventions pour l'innovation, notamment des jeunes sociétés. Et après, le deuxième grand type de financement non dilutif, c'est tout simplement les prêts. Alors, il y a différents types de prêts, des prêts plutôt long terme, des prêts bancaires, avec ou sans décalage de remboursement. Et nous, plus particulièrement avec Carmen, on réalise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des prêts à court terme pour financer la croissance des entreprises. Donc, dans nos cas, le financement se fait donc par tranche avec un financement sous forme de prêt court terme entre 6 et 12 mois qui a remboursé mensuellement sur cette période-là. Et donc, on ne prend absolument aucune garantie personnelle. Il n'y a pas du tout de frais d'assurance et c'est non dilutif étant donné qu'on ne prend pas du tout de part au capital de l'entreprise, contrairement en effet à la dilution. Et je pense que plus que l'opposé, c'est vraiment un financement qui est complémentaire à un stade de développement qui peut être en parallèle de la dilution de l'equity. Super intéressant. Là, on avait bien fait esprit en fait de premièrement présenter la dilution et la non-dilution et pas faire une partie puis l'autre. On va directement rebondir sur l'aspect dilution et ensuite on étudiera un peu les synergies que tu parlais avec l'aspect non-dilutif. Peut-être Serge, comment est-ce qu'on calcule le pourcentage qu'on va accepter un peu de se faire diluer dans sa boîte? Donc, comment est-ce qu'on fait ce calcul? Quel type de pourcentage? C'est quoi environ les approximatifs qui se font dans la pratique? C'est toujours la question importante. De manière raisonnable,
pour calculer un pourcentage de dilution, qu'est-ce qu'on fait? On fixe une valorisation pour la société. Je prends un chiffre rond, on dit que la boîte vaut 100 millions d'euros. Et ensuite, on va faire un calcul pour trouver combien vaut une action. Donc, si la boîte, elle vaut 100 millions d'euros et qu'il y a, je prends un chiffre simple à calculer de tête, 100 millions d'actions, chaque action vaut 1 euro. Et donc, un investisseur, s'il met 1 million d'euros, il va choper 1 million d'actions. Et à la fin, du coup, on aura non plus 100 millions d'actions, mais on aura 101 millions d'actions. Donc, si on met tout ça en pourcentage, on a une certaine dilution. Maintenant, la question, c'est comment on fixe cette valorisation qui influe du coup sur la dilution. Et ça, c'est une discussion commerciale que les entrepreneurs ont avec les investisseurs. La manière raisonnée de le faire, ça serait de trouver des métriques comptables, faire des valorisations d'EBITDA ou d'autres choses que des financiers savent faire et que je ne sais pas faire. Maintenant, quand on est en seed, même en série A, c'est rare qu'on ait une approche comptable. On a soit une approche totalement décorrélée du business, on parie sur l'équipe, on parie sur le projet, on parie sur le marché. C'est un peu un ticket de loto. C'est souvent le cas en seed. Sur la série A, souvent, on prend un multiple de l'ARR ou du MRR. Donc, c'est le business récurrent, soit mensuel, soit annuel. Parfois, ce n'est pas exactement le même parce qu'on peut avoir du récurrent mensuel ou que du récurrent annuel pour certaines choses. Maintenant, ça reste une pure négociation. Il ne faut pas se cacher derrière ces approches légèrement financières. Au fond, ça reste une règle souvent de 3 pour dire qu'on donne entre, si je prends une fourchette large, entre 12 et 30% du capital à chaque levée de fonds, avec une grosse courbe de Gauss aux alentours de 20-25%. Donc, on essaie souvent de justifier a posteriori ce qu'on avait quand même comme idée, peut-être pas extrêmement précis en amont, un peu quand vous commandez, si je prends une caricature, un peu comme quand l'État commande un rapport chez McKinsey, on sait à peu près où on veut aller, ou même une entreprise privée, on veut plutôt avoir affiné la proposition et surtout avoir quelque chose de plus raisonné à présenter à des stakeholders. Voilà ma réponse. Super intéressant. Et du coup, maintenant, du côté du non-dilutif, quelle est environ cette part qui va être accordée dans le dilutif? Environ les moyennes, tu parlais avant du 40% du CA. Combien Ouais. est-ce que généralement vous prêtez à des startups qui sont early stage ou qui commencent à lever un petit montant? Ouais, bien sûr. Après, donc, avec Carmen, on fait du non-dilutif sous forme de revenu-based financing. Donc, c'est vraiment un format de financement non-dilutif qui est adapté à certaines typologies d'entreprises. Les typologies d'entreprises qui sont adaptées à ça, c'est notamment les entreprises qui ont des revenus récurrents sous la forme d'abonnements. Donc, ils vont avoir non pas du chiffre d'affaires, mais de l'ARR, de l'annual recurring revenue. C'est aussi hyper pertinent pour les boîtes e-commerçants. Ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise, par exemple, qui vient de faire un tour d'amorçage, un seed en equity, comme le mentionnait Serge, disons un seed de 500 000 euros, elle peut prétendre à obtenir, non pas auprès de Carmen, mais auprès plutôt d'acteurs comme la BPI et les banques, et un pool de banques françaises, elle peut essayer d'obtenir à peu près la même chose en dette. Donc, si elle a 500 en equity, elle peut espérer avoir 500 en dette. Bien sûr, c'est aussi des démarches auprès des acteurs institutionnels qui prennent beaucoup de temps, mais qui en valent la peine. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'on peut obtenir en dette. Sur les leviers un petit peu classiques. Et après, si une entreprise a déjà des revenus, avec Carmen, nous, on commence à partir de 10 000 euros de revenus récurrents par mois. Donc, disons 120 de CA minimum sur l'année, avec un historique de 6 à 9 mois minimum. Là, l'entreprise peut prétendre prendre du levier en dette supplémentaire avec du revenu-based financing. Ok, très clair. Et selon vous, comment est-ce qu'on arrive du coup à savoir si on se rend plus vers du coup un financement dilutif, un financement non dilutif et à répartir un peu la part? C'est quoi généralement vous les profils types que vous recevez ou les personnes qui se rendent plus vers un dilutif ou un non dilutif? Je peux commencer et Serge, si tu veux, tu peux compléter. Moi, un petit peu le chemin, le chemin pardon, classique que je vois des entreprises early stage, parce que c'est sans doute votre cas, mais je serais curieux, peut-être un peu avant le Q&A, de savoir quels sont vos projets. Si vous pouvez éventuellement le mettre dans le chat, ça peut être aussi interactif. Mais
Ce que je vois assez classiquement, c'est qu'une entreprise commence à se développer de manière autofinancée. On dit aussi bootstrap. Elle peut éventuellement obtenir une bourse French Tech, qui est un peu la première subvention assez classique donnée par la BPI. Bon, il faut avoir un certain capital social de l'ordre de 25 000 pour prétendre à avoir ces 30 000 de non dilutifs supplémentaires. Ensuite, elle peut décider en parallèle de également réaliser un tour de dilutif, donc un tour de financement en equity, donc appelé pré-seed ou seed. Ça dépend un petit peu, c'est juste une terminologie, en tout cas c'est un tour d'amorçage. Là, en effet, comme le disait Serge, selon ses besoins, elle va dire je veux lever 500 000, je veux lever 1 million, 1,5 million. Et en général, voilà, elle va lâcher 20-25% de dilution. Et du coup, la valorisation va être faite en fonction des deux premiers critères. Suite à ça, elle peut elle peut aller chercher la même somme auprès de la BPI et des banques traditionnelles. Ça va être les plus courantes, ça va être la BNP, la CIC, Crédit Agricole, qui sont assez startup friendly. Et ensuite, une fois qu'elle a des revenus récurrents et qu'elle fait plus de 100-150 000 euros de chiffre d'affaires, elle peut utiliser par exemple une source de non dilutif en plus, par exemple avec Carmen. Super intéressant. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Serge, à ce sujet? Oui, alors je vais peut-être dire quelque chose d'un peu contre-intuitif parce que pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, si je me représente, moi, mon métier, c'est d'organiser essentiellement des financements dilutifs. Et c'est pour ça qu'on est très connu en France, même à l'étranger. Cela dit, une société, quand elle lève des fonds, et on l'espère avec les meilleurs termes et qu'on espère nous mettre voilà, apporter notre pierre à l'édifice, ce n'est pas un objectif en soi pour la société. Quand vous êtes fondateur, votre objectif, c'est pas de travailler avec moi et d'avoir une super levée avec des super investisseurs, mais au bout de vous être fait diluer. Je ne vais pas dire que c'est un échec que de travailler avec nous, mais ça ne doit pas être votre priorité. Donc, moi, si je monte une boîte, mon but premier, c'est pas de travailler avec un cabinet d'avocats startup pour que je me dilue. Donc, la priorité, ça doit être de trouver d'autres financements. Donc, moi, je dirais que d'abord, essayez de trouver tout ce que vous pouvez en non dilutif, que ce soit des grants, donc des aides publiques, que ce soit des prêts, s'il y en a qui veulent bien vous prêter. Maintenant, pourquoi les startups se diluent? Puisque je viens de vous dire qu'en fait, pour moi, c'est censé être la dernière manière de faire. C'est qu'en fait, ce qui est accessible en dilutif aujourd'hui, à date, est pour une startup, surtout early stage, un peu plus limité que ce qui est accessible en dilutif, surtout qu'une partie du non dilutif, ce que la BPI peut vous apporter et que vous citez Baptiste, est liée au dilutif. Donc si vous ne faites pas le dilutif, vous n'avez pas le non dilutif. Donc si la question, j'avais bien compris, c'est comment est-ce qu'on répartit, qu'est-ce qu'on privilégie l'un ou l'autre, moi je dirais privilégier Carmen et tous les financements non dilutifs. Maintenant, pourquoi on existe et pourquoi il y a des VC, c'est qu'en fait, c'est parfois, souvent, pas suffisant de manière autonome. Donc, vous êtes un peu obligé de faire les deux. Et pour rebondir un peu sur ce que dit Serge, c'est sûr que le meilleur financement, c'est celui qui vient de vos clients. C'est parce que vous avez des revenus, vous générez pas mal de marge et vous arrivez à vous autofinancer et être bootstrap. Et peut-être pour ajouter quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure en mentionnant les différentes étapes un peu des financements, en tout cas en non dilutif, il y a aussi tout ce qui va être les prêts d'honneur et ce qui va être aussi les subventions et les prêts sont garantis liés aux différents réseaux de type Wilco ou Réseau Entreprendre à Paris et dans les autres régions. Donc, c'est un prêt un peu à taux zéro qui est assez sympathique. Et en effet, comme le mentionne Roca dans le chat, les concours peuvent servir un peu à autofinancer la startup à ses débuts. Même si je ne recommande pas spécialement de baser son financement de départ sur le fait de gagner des concours de pitch. Ok, très clair. Avant de partir sur le sujet de vraiment comment obtenir ces financements, comment réussir à convaincre
que ce soit sa famille, donc la love money, ou même des investisseurs ou des personnes, donc par exemple des clients, et comment réussir à s'autofinancer. Est-ce que vous pourrez chacun, à votre tour, redéfinir un peu les avantages et les inconvénients d'un point de vue de seulement la dilution, mais également la non-dilution? Parler un peu, par exemple, de la dilution, de l'indépendance que ensuite la boîte prend par rapport aux investisseurs, la perte d'agilité, etc. Vous voulez que je commence? Donc, c'est avantages et inconvénients pour ma part Ouais. sur le Bon, dilutif. avantage, inconvénient, dilution, et en second temps, avantage, Ouais, inconvénient de la non-dilution pour qu'on ouais, puisse reconstituer d'un point de vue global et ouais, que chacun puisse avoir les éléments ouais, pour comprendre un peu ouais. comment se positionner. Avantage du dilutif, c'est de pouvoir lever beaucoup d'argent, concrètement. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? Oui, c'est travailler avec des partenaires, que ce soit des VC ou des corporates, voire des business angels, qui peuvent être pertinents pour votre business. Donc, si vous travaillez avec un VC qui a un réseau incroyable, si vous travaillez avec un corporate avec qui vous pouvez avoir par ailleurs un contrat commercial, si vous travaillez avec des business angels qui sont des anciens ou des current seniors dans votre domaine, le fait de les avoir onboardés et qu'ils soient intéressés au succès de votre entreprise, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. C'est les deux seuls avantages que je vois au dilutif. C'est déjà pas mal, hein. Gagner beaucoup d'argent et avoir un réseau de fous. L'inconvénient, c'est numéro un, c'est que vous réduisez votre part dans l'entreprise. Donc le jour où vous vendez, le jour où il y a des dividendes, vous avez une part plus petite que si vous ne vous étiez pas dilué. Pourquoi les gens passent quand même le pas? C'est qu'on se dit, on espère se dire, on préfère avoir une partie plus faible d'un plus gros tout que tout d'une partie plus faible. Je sais pas si je suis clair. Le deuxième désavantage, c'est que ces investisseurs, ils vont pas vous faire le chèque et rien vous demander. Si c'était le cas, moi, j'aurais pas de travail. En fait, ils vont vous demander plein de droits, plein de reporting, euh, des choses parfois très engageantes. Par exemple, comment se répartit l'argent si vous vendez votre boîte. C'est pas forcé que ce soit au prorata. Donc, si l'investisseur il a 15% de votre boîte, c'est pas forcé qu'il n'ait que 15% de votre exit. Peut-être qu'il peut vous négocier des clauses qui feront que l'investisseur empocherait 100% de la vente de la société. Et donc, c'est tous ces droits qui sont donnés aux investisseurs, négociés âprement, c'est mon métier, mais qui sont des aspects, on va dire, des conséquences négatives du fait d'avoir fait intégrer vos investisseurs. Voilà. Ouais. Très bien. Maintenant, du point de vue non dilutif de Baptiste. C'est un petit peu la contraposée de la dilution. Donc, les avantages de se financer autrement que par la dilution ou que par l'equity, donc majoritairement avec des subventions, des prêts d'honneur, des prêts bancaires et du revenu-based financing, c'est finalement que on n'a pas personne ne prend part à son capital. Donc, on reste un peu seul maître à bord, en tout cas avec ses cofondateurs. On n'a pas de compte à rendre aux business angels, aux VC tous les mois ou tous les trimestres. On n'a pas de board. Donc, de ce point de vue-là, c'est l'avantage majeur. L'inconvénient, comme l'a dit, et peut-être le deuxième avantage pour certains types de financement non dilutif, comme le revenu-based financing et Carmen, c'est que c'est très rapide. Nous, la promesse, c'est de transmettre une offre et une éligibilité en 3 jours. C'est vrai que la BPI, elle, prend beaucoup plus de temps, pareil pour les acteurs traditionnels. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas tellement un avantage par rapport à la dilution. Et ensuite, des avantages, c'est un peu ce que mentionnait Serge, c'est que contrairement à la levée en equity, lever des fonds en dette, et ben finalement, comme c'est indexé au chiffre d'affaires de l'entreprise, les montants ne peuvent pas monter au ciel. Donc, c'est notamment le gros désavantage. Et puis, bien évidemment, ça ne donne pas forcément de matière grise, c'est-à-dire que quand on a du financement sous forme de dette, on a juste des zéros en plus sur son compte bancaire, mais on n'a pas forcément de l'expertise qui peut être apportée à la table et à l'entreprise, comme c'est le cas, comme l'a mentionné Serge, avec les business angels qui peuvent être issus du domaine et apporter des contacts, de l'expertise. Et on n'a pas non plus la valeur ajoutée que peut avoir un fonds de VC, surtout si c'est un fonds de VC très renommé. Il peut avoir une certaine notoriété et faciliter les choses pour les entrepreneurs, notamment d'un point de vue marque employeur et recrutement.
Ok, super intéressant. Un autre aspect moi, que je voudrais un peu comprendre, ce serait comment bien réussir du coup à convaincre les personnes qui vont prêter l'argent et de manière à ne pas trop se diluer. Et c'est quoi selon toi, Baptiste, la stratégie et les enjeux vraiment au départ quand tu vas chercher des fonds, de l'argent pour ne pas se diluer trop rapidement et pouvoir quand même financer ta boîte? Bah, c'est vraiment au cas par cas. La réponse est vraiment au cas par cas. Et je crois que c'est un peu la question justement qui est tombée dans le chat pardon, de Roca. C'est qu'il n'y a pas tellement en fait, de recettes miracles. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas, comme l'a dit Serge, il ne faut pas lever pour lever. Il ne faut pas lever parce que c'est cool, il ne faut pas lever parce qu'on va avoir un article de presse ou passer dans BFM. Il faut vraiment lever parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a un marché à prendre, parce qu'il y a des concurrents et qu'il faut aller vite. Si on ne fait pas la course, on l'a perdu d'avance. Donc voilà, après, si l'entreprise arrive à se développer de manière autofinancée ou avec des subventions, des prêts d'honneur, des prêts bancaires ou éventuellement du RBF, elle peut retarder le moment où elle va aller parler à des business angels, le moment où elle va parler à des VC. Entre-temps, elle va pouvoir se structurer, faire augmenter ses revenus, bref, avoir des meilleures métriques, des meilleurs KPI. Et du coup, elle sera en position de force au moment de lever par rapport aux investisseurs. Elle va pouvoir lever dans des conditions qui seront meilleures en termes de montant, en termes de dilution et donc de valorisation. Ok, est-ce que tu souhaites rebondir, Serge? Euh, pour moi, tout est dit hein, sur cet aspect non dilutif. Peut-être une question que vous avez dit, j'ai aussi un rôle un peu de spectateur, comme, enfin de participant, parce que je suis aussi moins au fait du non dilutif. Euh, sur les prêts que vous faites, Baptiste, quand c'est vous qui les faites, hein, les prêts, je ne parle pas des subventions et autres, c'est quel outil juridique du coup qui est utilisé pour faire ces prêts à court terme? Ouais, ouais, tout à fait. Nous, on utilise pour l'instant un système de prêt qui s'appelle le prêt participatif. Attention, qui n'a rien à voir avec le financement participatif. On ne fait absolument pas avec Carmen du crowdfunding ou du crowdlending, comme peut l'être des acteurs comme October, par exemple. Nous, on finance avec un véhicule de dette qui nous vient d'un fonds de dette britannique qui s'appelle Fasanara, qui nous a mis à disposition un véhicule de quasiment 20 millions dans lequel on vient piocher pour financer ces entreprises sous la forme en effet de prêts participatifs. C'est quelque chose qui va changer dans le courant de l'année pour se structurer et puis pour pouvoir aussi financer des entreprises basées hors de France. D'accord, oui, parce que c'est des prêts participatifs français, c'est ça. Exactement. Ça, c'est intéressant. Alors, pardon, hein, j'interviens vraiment aussi, là, comme je l'ai dit, comme un participant. Moi, j'ai des clients américains qui m'avaient justement parlé de ces solutions qui sont déjà plus en avance aux États-Unis. J'imagine que enfin, que tu les connais mieux que moi. Ouais. C'est ça, hein, tu es d'accord? Il y a une tendance qui Ouais. vient des États-Unis. Et si tu nous faisais gagner, peut-être, imaginons que la France fasse la même tendance qu'avec les États-Unis. Toi, comment tu espères ou vois le marché dans le non dilutif dans, allez, on va dire 3 ans? Donnons-nous quand même le temps parce qu'il faut quand même le temps que ça se diffuse. Tu parles du non dilutif ou du Ouais, revenu-based financing euh, en particulier? les deux, du coup. Ouais, bah, sur le revenu-based financing, c'est là où je suis plus à même de te répondre. En effet, c'est un système de financement qui émerge depuis plusieurs années, principalement les 2 dernières années, dans les pays anglo-saxons, majoritairement aux États-Unis et en Angleterre. Historiquement, le revenu-based financing, ça existe sur 3 principales verticales. La verticale du e-commerce, la verticale des revenus récurrents et du SaaS, et la verticale du gaming. C'est là, en fait, où c'est des entreprises qui sont digitales, qui ont peu d'actifs tangibles et qui ont des gros enjeux d'acquisition client avec des campagnes d'acquisition, par exemple, marketing et digital. Ce qui fait qu'en fait, les banques traditionnelles financent peu ce type d'entreprise qui n'a pas d'actifs, qui sont souvent pas encore rentables. Et c'est comme ça que ça a émergé. Et en effet, aux États-Unis, il y a plusieurs acteurs qui sont déjà devenus des licornes en moins de 2 ans. Et ça commence à arriver pas mal en Europe avec des acteurs locaux, un petit peu en France. Avec Carmen, on fait partie des premiers.
en Grande-Bretagne, aussi en Allemagne, en Espagne et en Italie majoritairement. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est voué à se structurer avec des acteurs qui vont être dans différentes aussi géographies, qui vont prendre différentes parts de marché. Il n'y aura pas un acteur majeur, il y aura différents acteurs, comme c'est un peu déjà le cas sur la partie un peu bancaire classique. Si tu n'es pas content de BNP, tu vas voir la Société Générale, etc. Donc, différents acteurs qui vont financer différents types d'entreprises, certains avec des spécialités, d'autres plus généralistes. Nous, avec Carmen, on a fait le choix d'être spécialisé sur les revenus récurrents, la verticale des revenus récurrents. Avec donc, du coup, je pense ce mode de financement va être de plus en plus un réflexe pour les entrepreneurs, au même titre que c'est un réflexe pour eux d'aller voir la BPI, par exemple. Super intéressant. Moi, j'ai une autre question. Tu parlais un peu avant d'autres acteurs. C'est quoi, du coup, à ton avis, également, Serge, sur les autres solutions comme tout ce qui est financement participatif, encore les apports, je crois, sur le compte courant des associés. Comment ça se différencie par rapport à ce que propose Carmen ou d'un point de vue général par rapport aux sources de financement classiques? Oui, bah, on parle beaucoup de crowdfunding ou crowd equity, hein. Ça, c'est des méthodes de financement avec des plateformes qui existent, hein, des Tudigo, qu'est-ce qu'il y a, non, enfin, il y a pas mal de concurrents. Il doit y avoir 4-5 quand même d'assez solides et sérieux. Après, peut-être qu'il y en a plus de moins solides et moins sérieux. Le principe de ces plateformes, c'est que ça va faire appel à un peu tout le monde, monsieur et madame Michu, vous, moi. Vous allez pouvoir, en un clic, investir dans des startups. Et ça, c'est une logique qui est très différente de celle quand on investit, quand on est une startup et qu'on lève des fonds de manière non publique, pas sur ces plateformes, et on s'adresse à des acteurs de VC, BA ou corporate. Parce que sur ces plateformes, il faut bien voir, quand vous êtes pas une marque de shampoing et que vous faites appel sur ces plateformes de crowdfunding, crowd equity, il y a deux buts. Il y a un but marketing, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, vous êtes un business B2C. En fait, vous espérez que c'est plutôt votre communauté qui va investir, parfois plutôt par loisir que par réelle volonté de faire une plus-value, ou que vous allez vous trouver d'autres clients comme ça, ou parfois ça donne après du reassuring quand on tape votre nom sur Internet. Donc, il y a vraiment un aspect marketing et développement commercial, alors même que vous levez des fonds. Et il y a un deuxième aspect, c'est souvent vous êtes un business qui n'est pas éligible dans le scope de financement des acteurs traditionnels, VC, BA ou corporate. Parce que souvent, vous faites du B2C et vous êtes du hardware. Vous voyez, donc, c'est souvent ça qui vous amène à faire ces plateformes, parce que cette plateforme, il y a quand même un inconvénient, c'est qu'elle coûte horriblement cher. Et en plus, les montants levés restent limités. Donc, je dirais que si vous êtes en B2C et vous faites du hardware, envisagez ces plateformes. Hardware, ça s'oppose au software. En gros, c'est vous faites tout sauf du software, on va dire, hein, que même si vous faites du shampoing, pour moi, ça va dans le hardware. Si vous ne faites pas ça, je ne suis pas sûr que ce soit votre priorité d'aller sur ce type de plateforme. Mais ça peut être pertinent. On a plutôt des bons retours. C'est juste que ça coûte très cher. Et que vous levez des montants pas gigantesques. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Gary. Voilà, exactement. C'était pour un peu étudier le fait qu'aujourd'hui, il y a Ouais, des scale-up. On a vu récemment Conto, même des boîtes comme Cowboy, c'est ça. Ils qui l'ont fait aussi. lèvent en financement participatif des montants de 1, 2, 3, 4, 5 millions, C'est ça. qui leur coûtent cher, qui leur coûte beaucoup de temps pour préparer, etc. Et c'est intéressant un peu de comprendre un peu la C'est ça. stratégie et le marketing derrière. Ouais. Bah, je pense que les énormes scale-up ont fait ça. Moi, j'étais surpris au début quand j'ai vu Kanto lève 2 millions d'euros, je ne sais pas combien, cette sorte d'ordre-là. Je dis, mais pourquoi ils font ça? Les mecs, ils lèvent 300 millions d'euros auprès d'investisseurs. Je suis sûr que c'est des tours sursouscrits où ils auraient pu en lever 500 si vous voulez. Donc, pourquoi ils font ça? Il faut leur poser la question. Je pense que c'est d'abord une stratégie marketing. Je pense qu'ils n'en ont absolument pas besoin de ces 2 millions. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de millions dans l'absolu. Et pour eux, c'est une goutte d'eau. Donc, en fait, la plupart des acteurs normaux, quand ils lèvent sur ces plateformes, ils lèvent, on va dire, entre 50 000 et 500 000 euros, pas plus. Il n'y a que Kanto pour lever 3 millions d'euros sur ces plateformes. Et juste un point, c'est pas pour répondre à la question, mais c'est comme je vois pas mal de questions en fait dans la discussion, et j'en vois certaines qui me sont adressées comme j'ai la parole. Tu me dis, Gary, quand c'est le moment qu'on les regarde ou si on les Ouais, regarde à la fin lors là, des en Q&A. 2-3 petites minutes de juste d'échange et ensuite directement on fera un bon Q&A d'un gros Ok, quart d'heure. ok, merci. Très clair. Est-ce que tu voulais rebondir par rapport à un peu le boom du financement participatif, Baptiste? Je ne sais pas.
Non, mais je pense que Serge a bien résumé le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment différencier à nouveau au financement participatif sous forme de dette. Ça, c'est ce qu'on peut voir avec des acteurs notamment comme October ou Crédit.fr, pour en citer plusieurs, et des acteurs et des plateformes de financement participatif sous forme d'equity, comme vous l'avez mentionné. Ok. Juste un élément auquel je pensais avant, chez vous, chez Carmen, c'est quoi les critères un peu d'éligibilité? Qu'est-ce que vous étudiez pour souscrire et donner l'accès à ces financements? Ouais, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Déjà, c'est une entreprise basée en France. Comme nous, on se positionne sur les revenus existants de l'entreprise, on aime voir un petit peu d'historique. Quand je dis un petit peu, ça dépend du business, mais c'est aux alentours de 9 mois d'historique, avec un minimum de chiffre d'affaires récurrent mensuel de 10 000 euros. On aime forcément voir des entreprises qui sont, enfin de 8 à 10 000 euros. On aime voir des entreprises qui sont en croissance, qui ne sont pas trop affectées par la saisonnalité, parce que l'entreprise va devoir rembourser régulièrement son prêt. Si possible, voilà, une entreprise qui a des unités économiques plutôt correctes. Donc, c'est-à-dire elle ne dépense pas trop pour acquérir un client. Et bien évidemment, quand il s'agit d'entreprises e-commerce, on va regarder aussi tout ce qui va être le repeat client, donc tous les clients existants qui viennent racheter. Quand on regarde un SaaS, on va aussi regarder la croissance du MRR et aussi son niveau de churn, c'est-à-dire un peu son taux de désabonnement pour voir que au fur et à mesure, c'est un produit qui s'améliore et donc des clients qui restent de plus en plus. Et donc, l'idée, c'est de les financer une première fois et après d'accompagner leur croissance en faisant des tranches de financement successives. Et chaque tranche, comme je le disais tout à l'heure, est étalée sur une période de remboursement de l'ordre de 6 à 12 mois en fonction de l'éligibilité et des besoins. Et comme on reste branché aux différents outils que l'entreprise utilise, on peut justement proactivement proposer un financement supplémentaire tous les 2 mois, tous les trimestres à l'entreprise pour accompagner son financement. Et peut-être si je devais rajouter peut-être un point aussi peut-être en pré-conclusion, je pense que les deux types de financement sont vraiment complémentaires. Et pour un entrepreneur, il n'y a pas un financement miracle, mais en fait, il y a des financements dilutifs, non dilutifs, avec lesquels il faut savoir jouer, mixer pour finalement avoir un peu la bonne recette. Ok, super intéressant. On va directement du coup enchaîner sur le Q&A. J'ai vraiment une question et la première, c'est la question d'Anaïs qui nous demande comment se répartissent les pourcentages du capital donné entre les membres financeurs lors de la levée? Est-ce que ce sont les financeurs qui décident de ça entre eux ou est-ce que c'est à nous de dire sur les X% du capital cédé, on donne X% à ce BA, X% à ce fonds? Qui veut y répondre? Alors, je pense que c'est pour le dilutif, donc je me lance si ça vous va. Donc, c'est la deuxième option, c'est les entrepreneurs qui décident comment ils accueillent des investisseurs dans leur capital, donc qui répartissent entre X et Y le, le tour de table. Ok, Peut-être pour ajouter à ça aussi, ça dépend aussi de la profondeur de poche de chaque investisseur. Typiquement, des business angels qui souhaitent mettre que des tickets de 10, 15, 20 000, peut-être plus. Et il y a des fonds qui sont des fonds dits un petit peu lead, qui veulent prendre une partie plus importante du tour, et des fonds qui sont plutôt dits followers, qui souhaitent s'adosser un petit peu au lead. Donc, c'est aussi en fonction aussi des poches un peu et des souhaits des investisseurs en face. très clair. Une autre question maintenant de Rokia qui nous demande à partir de quand faut-il contacter des business angels et notamment pour lever en pré-seed. Donc, dès que vous le pouvez, dès que vous le souhaitez, c'est des processus qui peuvent être longs. Si vous disent non, vous obtenez du feedback. Donc, je dirais dès que vous imaginez que ça peut être pertinent de lever et que c'est pas ridicule, vous n'avez pas non plus un projet trop early stage. Mais encore une fois, même un truc très early stage, on voit de tout, hein. Il y en a qui lèvent sur PowerPoint, c'est rare, c'est l'exception, mais ça existe, donc faut pas hésiter. Super. Une autre question d'analyse qui nous demande est-ce qu'il y a de grosses différences légales, administratives entre une dilution et les structures françaises et une structure qui ne l'est pas, par exemple une autre structure en Europe? Euh,
reprendre la question. C'est le 19h33. C'est ça. Hop. Oui, il y a des différences parce que ce n'est pas le même droit en Europe selon le pays. Donc, on ne lève pas exactement des fonds pareils en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, mais c'est très proche. Ça reste la même philosophie. En fait, la plupart des termes sont discutés dans un pacte d'associés, qui est souvent d'ailleurs en anglais, qui s'inspire des termes de la Silicon Valley. Donc, on va dire que les différences au plan juridique existent, mais au plan business, l'objectif est souvent le même. Je ne sais pas si Baptiste veut me dire des choses, mais voilà pour mon expérience en financement dilutif en tout cas. Non, tu tout à fait juste et tu mentionnes aussi le pacte d'actionnaires. Enfin, on ne rentrera peut-être pas dans les détails ce soir, mais en effet, le pacte d'actionnaires, c'est selon moi le document le plus important d'une levée de fonds. Il y a beaucoup de personnes, de startups qui disent qu'ils ont par exemple reçu 2-3 term sheets de fonds. Corrige-moi, Serge, si je dis des bêtises, mais une term sheet, ce n'est pas forcément un document qui peut être très officiel. Il y a des term sheets qui sont engageantes, des term sheets qui ne le sont pas. Une term sheet, ça sert un petit peu à donner un premier aperçu des conditions du deal, mais le document le plus important, c'est en effet le pacte. Tout à fait. Très clair. Une autre question maintenant un peu plus technique. Est-ce que le droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation du capital en numéraire pourrait-il pousser à la dilution dans la mesure où il existe une sécurité en cas de recours à la dilution pour les associés ou actionnaires? Effectivement, technique. Donc Hugo, ta compréhension est la bonne, hein. C'est juste le droit préférentiel de souscription, c'est un droit des associés à date de réinvestir dans leur propre société de manière préférentielle avant qu'on ouvre le capital à des externes. Et donc, si tu as 3% d'une boîte, tu as le droit de venir te voir avec ton chèque, voir le fondateur et lui dire tiens, prends mon argent à hauteur de 3%. C'est ça le droit préférentiel de souscription. Très bien. Une question peut-être pour Baptiste. Avant, tu parlais un peu des différents concours. Tu sais que ce n'était pas évident et qu'il ne fallait pas forcément se baser sur ça. Pourquoi du coup, c'est ton avis les formulé de cette manière? Est-ce qu'au début de Carmen, vous en avez bénéficié? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je ne partage pas l'avis de tout le monde sur les concours. C'est sûr que les concours, c'est très bien pour se former au pitch et éventuellement obtenir quelques dizaines, enfin quelques dizaines au mieux, je pense, de milliers d'euros. Là où je pense que les concours de startups sont assez intéressantes pour des startups aussi B2C, des startups qui sont adaptées et veulent vendre un produit à monsieur et madame tout le monde, pas à des B2B, pas à des professionnels, parce que ça permet d'évangéliser. En revanche, là où je trouve que les concours ne sont pas forcément adaptés pour se financer, c'est deux choses. Premièrement, c'est un financement qui est assez limité en termes de montant et c'est aussi quelque chose de très chronophage. On ne peut pas, je pense, pour monter un business et avoir des vrais clients et se développer, on ne peut pas courir les différents concours de pitch de l'écosystème entrepreneurial pour peut-être le gagner, essayer d'être sur le podium et obtenir un financement assez faible. Yes. Est-ce que vous en avez fait vous, au début de l'aventure Carmen? On en a fait un tout petit peu, enfin on a fait un dans le cadre de la majeure entrepreneur où on ne gagnait pas de subvention. Donc c'est sympa pour se former, pour pitcher. Ça peut aussi préparer un peu au pitch devant des BA. En tout cas, c'est un pitch beaucoup plus court. Mais comme on avait un produit qui s'adressait majoritairement aux entreprises, les entreprises, ce n'est pas forcément celles que tu retrouves dans les concours de pitch. Ok. Une question maintenant pour Serge. Quels termes autres que la part des investisseurs sont importants lors d'une levée en dilutif? On parle beaucoup notamment du Galleon Term Sheet. Ouais. Le Galleon, c'est quoi? C'est un projet qui a été créé par plusieurs investisseurs pour essayer de mettre des modèles de documentation. Donc l'objectif est louable. Après, ça a un peu pris, après c'est un peu retombé
Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est difficile comme exercice. C'est un exercice qui, à la fin, donne des term sheets assez compliqués, pas forcément founders friendly. Et la pratique, elle évolue littéralement tous les jours. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas non plus mettre à jour leur truc tous les jours et c'est pas possible. Donc, c'est bien, mais c'est pas du tout quelque chose ça fait pas du tout autorité. Ça a été très utile quand ils l'ont sorti, mais voilà, ça fait pas autorité. C'est pas adapté à tous les deals. C'est plutôt investor friendly. C'est pas non plus déloyal vers les founders, mais on peut mieux faire. Donc, ne l'utilisez pas vous proactivement et j'ai jamais vu un investisseur non plus l'utiliser. C'est un, un avis parmi d'autres un peu daté et pas forcément à votre avantage. Euh, Maintenant, les autres termes, il y en a plein. Et en fait, avec Gary, on organise des conférences où on ne parle que de ça. On peut en parler pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Donc, je pourrais les citer là et mettre juste des mots-clés, mais pas forcément le temps de les développer. Ce que je peux te dire plutôt, Erwan, c'est deux choses. C'est un, je vais répondre à la question d'en dessous, où je vais te donner un tips de livre qui détaille ça. C'est un livre en anglais, de la pratique de la Silicon Valley. Je vais te donner aussi mon prénom et mon nom. Et d'ailleurs, pour n'importe qui, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn parce que je publie du contenu justement sur ça. Par exemple, aujourd'hui, j'ai publié du contenu. C'est le hasard. En fait, j'ai republié un article des Échos qui a publié aujourd'hui. C'était sans lien avec la conférence. Donc, ça pourra avoir du contenu. Et troisième chose, je ne sais pas si tu es déjà sur LinkedIn avec Starting Saclay ou avec Gary. Ajoute aussi Starting Saclay et Gary. Parce que du coup, je suis sûr qu'avec Gary, on va refaire notre best-seller de organiser une série A ou une levée de fonds, mais en parlant que du dilutif. Donc, stay tuned. Je pense qu'on peut s'organiser ça avant le mois d'août, peut-être en juin ou en juillet. Donc, je dirais que c'est comme ça que tu auras tes réponses. Yes, avec grand plaisir. Les dernières questions maintenant. Donc, sur les crowdfunding, on en a parlé avant. Est-ce que tu as d'autres livres? Est-ce que vous avez des livres, Serge, Baptiste, à recommander sur tout ce qui est PE, VC ou d'un point de vue global, Ouais. des bouquins que vous pouvez recommander? Ouais, alors j'ai peut-être pas été clair. Attends, je vais le mettre. Ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai mis en anglais, mais je vais le mettre en séparé parce qu'en même temps, j'ai donné mon nom. Voilà, livre. Voilà pour mon côté. Par rapport au livre un peu pour VC, moi, c'est plus, enfin, je trouve les informations assez d'actualité sur les VC. Ça peut se trouver dans des newsletters. Il y a pas mal de VC qui ont leur newsletter, qui est assez sympathique. Sur Twitter, il y a une grosse communauté VC. En France, il y a aussi une communauté un peu d'étudiants qui souhaitent rentrer dans le monde du VC qui s'appelle Baby VC, qui a aussi une newsletter et aussi un workshop. Magma, qui est aussi mentionné par toi, Gary, dans le chat. Et ouais, grosse communauté VC française, mais surtout étrangère sur Twitter. Top. Dernière question. On va prendre en premier avec celle de Hugo. Quelle place occupe le factoring aujourd'hui dans le financement non dilutif? Est-ce que c'est le mode de financement privilégié? Dans le non dilutif. Hein. Dans le non dilutif, oui. Ouais. Donc, le factoring, pour peut-être ceux pour qui c'est moins clair, c'est l'équivalent anglais de l'affacturage. Et l'affacturage, en fait, ça permet de se faire financer un petit peu les délais de paiement de ses fournisseurs. Donc, si par exemple, on est un gros éditeur de logiciels et qu'on vend à des entreprises du CAC 40 des licences annuelles, parfois engagées sur 3 ans, disons une licence annuelle de 50 000 euros. Bon, ce client, il va payer quand l'onboarding sera fait et il va aussi payer avec des délais un peu plus importants, des délais de gros groupes. C'est des délais de l'ordre de 45 jours, 60 jours. Et donc, une entreprise, elle peut gagner ces 45 jours, 60 jours en faisant appel à l'affacturage pour avoir cette facture payée immédiatement. Mais les affactureurs, c'est assez contraignant. Ils ont pas mal de contraintes. Ils ne financent pas toutes les factures. Ils doivent faire un check sur finalement le client. Et donc, il y a tout un tas de contraintes qui fait que ce n'est pas forcément une option hyper facile quand on est une startup
assez jeune sans forcément beaucoup de volume. Ok, super intéressant. Dernière question un peu d'ouverture d'Erwan. Quel serait l'impact de la hausse des taux d'intérêt en réponse à l'inflation sur le levée de fonds d'après vous? Pour un peu d'un point de vue global par rapport un peu à la situation actuelle, que l'argent coule un peu disons, moins vite. Qu'est-ce que ça pourrait être l'impact sur l'entrepreneur ou les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent quand ils vont vouloir lever des fonds d'ici quelques mois, quelques années, que ce soit en dilutif ou en non dilutif? Ouais, je peux commencer, je te laisse compléter, Serge. C'est sûr, c'est qu'il y a encore de ça 6 mois, on était vraiment dans une phase d'euphorie un petit peu des levées de fonds. Ça ne s'est pas trop vu en début d'année parce qu'en fait, toutes les annonces de levée de fonds en début d'année étaient des levées de fonds clôturées en fin d'année. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, ça s'est un petit peu ralenti. Il y a un peu un retour à la normale avec des capitaux qui sont du coup moins abondants. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est principalement les fonds late stage, les fonds dits de grosses qui ralentissent un petit peu la voilure parce que les valeurs qui sont maintenant cotées, notamment au Nasdaq, ont vu un petit peu leur valorisation chuter. Et c'est forcément quelque chose qui va découler un petit peu sur la chaîne de valeur des VC. Ça sera les VC plutôt aux alentours de la série B et C qui vont pareil financer peut-être moins de deals. Donc je pense qu'ils vont au lieu, enfin je pense que pendant l'euphorie, tout le monde se faisait financer et maintenant c'est seulement les deals, c'est seulement les boîtes les plus saines qui ont la meilleure croissance et qui ont le burn le plus limité, les dépenses les plus limitées, qui vont tirer leurs épingles du jeu. Je pense que pour les entreprises qui sont très early stage, ça va moins être un sujet parce que pour un tour de pré-seed ou de seed, comme il n'y a pas d'historique, c'est difficile finalement de tirer des conclusions. Mais ce qui est sûr, c'est que ça risque un petit peu de se répandre sur toute la chaîne de valeur en partant du late stage au seed, enfin aux séries C, B et A. Ok, super intéressant. Est-ce que tu as d'autres éléments à ajouter, Serge, tu souhaites? Bah, on avance en marchant sur ce sujet. Donc, souvent, on aime se faire peur. C'est-à-dire que quand il y a eu le Covid, on croyait que tout allait s'arrêter, moi aussi. En fait, non. Après, on ne sait pas, hein, est-ce qu'on est à l'aube de la plus grande crise économique, financière, etc., etc. Si c'est oui, effectivement, tout va s'arrêter. Si c'est non, ça va continuer à augmenter. Donc, j'en sais pas plus que vous. C'est très dur d'en tirer des conséquences générales. Je partage ce qu'a dit Baptiste. Euh, Après, hein, c'est comme ceux qui essaient prévoir l'évolution de l'épidémie de Covid. On peut faire des hypothèses, mais je peux rien garantir. Donc, je dirais, je resterai prudent sur l'impact des taux d'intérêt et tout ça. Ok, très bien. La prudence sera le mot de la fin en tout cas. Merci, merci à tous. Euh, Yes, yes, je t'en prie. Ouais, désolé, je coupe légèrement la parole, mais peut-être qu'on peut aussi mentionner enfin, nos contacts, nos adresses. Avec Euh, grand plaisir, n'hésitez pas. pour ma part, j'avais aussi une mini-annonce à faire, c'était que sur Carmen, donc on est une jeune entreprise en forte croissance et si vous cherchez par exemple des stages de césure, de fin d'études ou même des premiers emplois, on a pas mal de recrutement ouvert. Donc, si vous voulez, dans le chat, je peux mettre rapidement mon adresse email ou mon LinkedIn. Je pense que Serge fera de même. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Super idée. Très bien, je vous laisse le mettre dans le chat. En attendant, merci à toute votre présence. On n'était pas beaucoup, mais avec les beaux jours, on pouvait s'y attendre. En tout cas, c'est sympa d'échanger ensemble. Merci Baptiste, merci Sage. Et une petite mention, parce que moi, du coup, c'est mon dernier événement. C'est vrai, Chez mais non, c'est pas et, possible. si, parce que du coup, ça va être la césure. Donc, avant, ça faisait écho. Mais une équipe, les nouveaux talents ont été recrutés. Et voilà, il n'y a personne dans mon équipe, je crois, qui est actuellement dans le chat. Merci l'équipe pour le soutien. Mais en tout cas, voilà, c'était mon dernier événement. C'est super en tout cas de toujours échanger ensemble avec vous. Merci à Serge, avec qui je fais mon premier événement chez SIS il y a maintenant, je crois, 18 mois. Et merci également à Baptiste pour ce sujet très intéressant et ces différents échanges. Merci Voilà, beaucoup. 59, timing parfait. Et passez à tous une très, très bonne soirée. Bonne soirée, merci à toi. Merci, bye bye.